Bonjour et bienvenue à tous et toutes sur ce nouvel aparté. On est ravis de relancer notre programmation d'aparté en ce mois d'octobre. Peut-être que vous connaissez déjà les apartés. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange, une conversation pendant près d'une heure avec un ou une experte sur des thématiques relatives au nouveau mode de travail, au nouveau monde du travail. Ce sont des apartés qui finalement s'inscrivent dans la programmation d'un espace qui s'appelle l'ETAP, l'espace de travail des agents publics. C'est un projet qui a été porté par la Fabrique RH, le laboratoire d'innovation publique de la préfecture de la région Île-de-France. C'est un projet qui vise en fait à créer le tout premier espace de coworking gratuit et dédié aux agents publics, qui est situé dans le 9e arrondissement, et accueillera des agents publics télétravailleurs qui n'ont pas forcément envie de ne travailler que de chez eux. Et comme le nombre de jours de télétravail en s'accroissant, ça peut être intéressant de retrouver un lieu où finalement, à la fois, on est parfaitement équipé, mais aussi on retrouve un collectif de travail stimulant et puis un peu différent de son environnement normal, parce qu'on va on va être amené à rencontrer des administrations qu'on n'avait pas forcément l'habitude de fréquenter. On va accueillir des agents publics qui sont nomades, qui ont besoin en fait d'un lieu d'accueil entre deux réunions ou avant ou après une réunion, et des équipes projets qui ont besoin d'un tiers-lieu, donc qui ne soit pas leur administration, donc un tiers-lieu neutre, mais aussi créatif pour mener à bien leur projet et bénéficier d'un espace qui leur permette d'accélérer certaines étapes de leur projet. Le lieu est ouvert depuis cette semaine en bêta-test les mercredis, jeudis et vendredis de 9h30 à 18h. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour, nous faire part de vos remarques. On a besoin de vos avis pour aussi faire évoluer ce lieu qui vraiment a une logique d'expérimentation très assumée et qu'on puisse tester plein de points avant de lancer un peu plus officiellement en novembre. Voilà, sur cette petite introduction, je vous laisse entre les mains de Claire Bourdet de la Noé, qui est chargée d'appui à la Fabrique RH et qui va animer cet aparté aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes. En ce qui concerne notre intervenante, donc Lorraine Houtin, qui est docteure en psychologie et directrice de l'entreprise AdocLab, qui propose donc en fait du conseil basé donc, sur un fond scientifique. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui concerne les nouveaux modes de recrutement. Et donc ce thème s'impose particulièrement aujourd'hui où le recrutement est un enjeu de taille en fait dans l'administration, notamment dans la conduite du changement qui demande des talents et des profils particuliers, des compétences qui en fait ne s'évaluent pas seulement sur un CV, mais à travers peut-être des expériences différentes. Et donc, on voit en fait se développer de nombreuses pratiques, donc des modes de recrutement plus gamifiés ou basés sur des sciences comportementales, donc des tests de personnalité, ce genre de choses. Cependant, la question de la fiabilité de ces outils se pose, notamment sur leur capacité à pointer des compétences bien précises et à ne pas seulement proposer des catégories dans lesquelles chacun se reconnaîtrait aisément. Donc, je laisse la parole à Lorraine Houtin pour nous exposer ces nouvelles pratiques et leurs inconvénients et avantages potentiels. Merci. Bonjour à toutes. Je vais vous partager mon écran pour commencer. Est-ce que tout le monde voit correctement mon écran? Super. Claire a bien présenté, a bien introduit mon propos. Donc moi, je vais vous parler des nouvelles méthodes de recrutement que on regarde chez AdocLab avec un regard un peu scientifique. On se questionne en effet sur, premièrement, la fiabilité et deuxièmement, les contextes d'utilisation des nouvelles méthodes de recrutement. Juste avant, je vais vous présenter qui on est. Chez AdocLab, on est tous chercheurs. Principalement en psychologie, notamment dans les fondateurs, mais pas que, en gestion, en économie, en neurosciences aussi. Et on a 3 activités principales. La première, c'est la création d'assessments sur mesure. Donc ça veut dire que quand une organisation a besoin de créer, par exemple, un test pour le recrutement ou la mobilité interne,
que ce soit un test, je ne sais pas, de mesure des compétences ou de mesure des besoins motivationnels ou de toute autre chose, et ben on répond présent. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est de l'assessment ludique, gamifié, etc., notamment pour favoriser la marque employeur. On reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, on travaille beaucoup sur de l'ingénierie pédagogique. On donne très peu de formations nous-mêmes. Par contre, on contribue à des formations pour amener une base scientifique, du contenu scientifique et un peu de contenu sur les dernières avancées en sciences comportementales. Et enfin, on fait de l'expertise scientifique, c'est-à-dire qu'on accompagne des organisations qui ont besoin soit de s'appuyer sur de la méthode scientifique pour construire des choses, des process, des outils, peu importe, soit qui ont besoin de conseils sur la base de ce qui existe dans la littérature, par exemple. Quelques chiffres pour expliquer pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à pas mal d'études, c'est qu'environ 13% des personnes qui sont nouvellement recrutées dans les organisations ne terminent pas leur période d'essai, et même 20% d'entre elles envisagent de quitter leur emploi dès le premier jour. Ça amène à un tiers des CDI qui est rompu dans les 12 mois qui suivent la signature des contrats. Bon, ces chiffres sont quand même un peu corrélés entre eux, c'est-à-dire qu'il y a quand même de probabilités pour que les personnes soient souvent les mêmes dans ces chiffres-là. Mais bref, en tout cas, quand on connaît le prix d'un recrutement qui est évalué à entre 5 000 et 8 000 euros, on se rend compte que ça fait quand même pas mal de pertes pour les entreprises qui se trompent. Dans la fonction publique, rapidement, ce qu'on voit, c'est que en 2017, on était à près de 40 000 recrutements. Et donc, si on a un tiers des personnes sur lesquelles on se trompe, ça peut causer quand même pas mal de problèmes et faire perdre pas mal d'argent. De ce fait, les organisations, que ce soit des entreprises, la fonction publique, mettent en place des nouvelles méthodes de recrutement pour sélectionner les candidats, etc., ou pour jouer sur de la mobilité interne. Ces méthodes, on les a catégorisées. Bon, je vais vous expliquer. En gros, on a les questionnaires en ligne. Ça peut être tout ce qui est test de personnalité que vous devez connaître un peu, les tests de compétences métiers ou compétences dures, ou enfin bref, et les tests de compétences comportementales. Mais ça peut aussi être des questionnaires qui ne sont pas en ligne. Il y en a encore qui utilisent par exemple des questionnaires papier, mais ça se fait beaucoup plus rarement. Globalement, ce n'est pas très nouveau. Ensuite, on a tout ce qui est tests d'évaluation psychologique, où là, on mesure des choses comme le stress, les émotions, la motivation, le QI. Ces tests d'évaluation psychologique, en fait, ils se basent très souvent sur des tests qu'on utilise pour mesurer des choses en psycho-expérimental. Et donc, c'est souvent des tests implicites. C'est quand même aujourd'hui beaucoup moins utilisé que les questionnaires qui restent la façon privilégiée par les organisations de mesurer des construits psy. Ensuite, on a tout ce qui est escape game et mise en situation qui, en ce moment, sont en plein boom et sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est aussi tout ce qui est test en réalité virtuelle, etc., où on immerge les participants dans des contextes et on observe en fait leur comportement. Et enfin, on a tout ce qui est serious game, donc tous les jeux qui permettent de faire normalement la même chose que les questionnaires, mais de façon un peu plus déguisée et ludique. Quand on se demande pourquoi les méthodes de recrutement ont évolué, très souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est oui, c'est normal, maintenant il faut s'adapter au numérique, etc. Et encore plus maintenant avec le contexte dans lequel on est. C'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que si on y réfléchit bien, tout ce qui est CV, tout ce qui est lettre de motivation, etc., ça s'envoie bien dans des pièces jointes. En vrai, on pourrait très facilement aussi envoyer des tests papier et puis se les faire retourner par mail. Enfin, voilà. Et, excusez-moi. Et puis, par ailleurs, on ne gagne pas tant de temps que ça. C'est aussi un argument qui est souvent avancé dans un contexte digital avec les nouvelles méthodes de recrutement. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que ce n'est pas tellement la transition numérique qui est en cause, mais ce qu'évoque la littérature sur le sujet, c'est qu'il y a plutôt 3 enjeux majeurs aujourd'hui. La première, c'est un enjeu de marque employeur. Étant donné toute la concurrence que se font les entreprises en ce moment pour recruter ce qu'on appelle des talents,
les entreprises cherchent à donner aux candidats des expériences qui soient un peu différentes, à se faire remarquer, à laisser une bonne impression aux candidats. Et donc ça fait que de plus en plus, on va vers des assessments qui sont ludiques, qui sont agréables, etc. La deuxième, c'est la crainte de l'erreur de recrutement. Nous, c'est la principale raison qui font que les organisations viennent vers nous, c'est que en fait, de plus en plus, on veut des moyens de mesurer, par exemple, les compétences de façon fiable pour pas se tromper, pour pas tomber sur quelqu'un qui se sera un peu survendu ou qui aura mal estimé, par exemple, ses compétences. Et enfin, on a quand même une grosse remise en question des pratiques qui prédominaient jusqu'à maintenant, qui permettent de cerner le candidat, à savoir qui permettent de lire en lui ou de découvrir des choses qu'il ne dirait pas, toujours avec une espèce de suspicion du fait que les candidats soient un peu dans le mensonge quand ils viennent en entretien. Et donc, ces pratiques, c'est tout ce qui est la lecture de photos, la graphologie ou la synergologie qui, d'un point de vue scientifique, sont très largement remis en cause. Et donc, ce que permettent normalement les nouvelles méthodes de recrutement, là, je vais vous donner à chaque fois l'exemple de la mesure des compétences, des méthodes de recrutement qui permettent de mesurer les compétences, parce que c'est ce qu'on fait le plus, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. Normalement, ce qu'elles permettent, c'est d'obtenir une validation des compétences ou du construit qui soit objectif, qui soit clair, qui soit fiable, et qui ne soit plus seulement dans les mains et dans l'appréciation du recruteur. Ça permet aussi de comparer des profils qui sont différents sur des choses similaires. À profil égal, ça va nous permettre de discriminer deux candidats et d'en sélectionner un. Ça permet aussi de savoir si le candidat ou la candidate a mobilisé, bref, d'autres conseils avec succès dans les contextes auxquels il sera confronté. Ça peut aussi être la motivation, par exemple, sur les tests de besoins motivationnels. On va savoir si moi j'ai besoin d'avoir des contacts sociaux au quotidien, si on me met dans un travail où il n'y en a pas, on sait que ça va être compliqué pour moi. Et ça va aussi permettre pour certains de connaître l'adéquation du candidat avec la culture d'entreprise et les pratiques managériales. Là, c'est notamment le cas de tout ce qui est mesure des besoins en termes de management, grosso modo. La grande question qu'on nous pose souvent, c'est du coup, est-ce que les nouvelles méthodes de recrutement permettent vraiment de répondre à ces besoins-là ? Je vais vous faire une réponse de Normand, évidemment. La réponse, c'est oui et non, ça dépend. Et ça dépend de plein de choses. Le premier critère, c'est que ça dépend du contexte et des besoins. Ce qu'on observe souvent, c'est que dans des contextes de recrutement, on a tendance à confondre des concepts qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, personnalité et compétences ou personnalité et motivation. Donc là, je vais faire un focus sur la personnalité, par exemple. Quand on évalue la personnalité d'un candidat au travers d'un test ou d'une mise en situation, peu importe, ce qu'on sait d'abord, c'est ce qu'on apprend, c'est comment est-ce que la personne préfère se décrire. Très souvent, les personnes sont quand même assez clairvoyantes quant à l'objectif des questions qu'on leur pose, notamment en contexte de recrutement où elles se surveillent quand même beaucoup. Du coup, très souvent, à part pour certains tests formidablement bien faits, ce qu'on apprend, c'est plutôt ce qu'elle veut bien montrer d'elle, en fait, cette personne-là. Et donc, c'est la façon dont elle préfère se décrire, les contextes qu'elle préfère mettre en avant, les contextes dans lesquels elle est la plus à l'aise et qu'elle souhaite favoriser pour son futur poste, par exemple, et les comportements que la personne donc préfère également. Ce qu'on sait moins, c'est si elle dispose des compétences, parce que personnalité et compétences, c'est quand même relativement différent. C'est-à-dire que, à part dans certains cas, c'est pas parce qu'une personne est introvertie qu'elle pourra pas être très bonne pour avoir des relations interpersonnelles de travail ou pour vendre quelque chose. Enfin, voilà. On ne sait pas non plus si il y a un décalage entre ce que la personne dit d'elle-même et ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que si je suis clairvoyante, je peux donner une réponse qui correspond au contexte parce que j'ai envie de me faire embaucher, mais si ça se trouve, je me décris vraiment. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est encore difficile avec les tests de personnalité. On ne sait pas non plus si les comportements que la personne préfère sont ceux qu'elle est capable de mettre en place. Par exemple, on a beaucoup de gens qui
disent être très à l'écoute des autres, etc. C'est pas forcément pour ça que la personne est capable d'écouter les autres ou de communiquer de façon non violente, etc. Et enfin, et surtout, on ne sait pas si la personne va bien s'entendre avec d'autres personnes à qui on aurait fait passer des tests de personnalité. C'est pas parce qu'un test de personnalité dit que je suis extravertie que je vais bien m'entendre avec quelqu'un qui est également extraverti, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de matching dans les tests de personnalité. Les tests de motivation, c'est un sujet aussi qu'on aborde souvent parce que la motivation, on a tendance à voir ça comme un construit un peu stable, alors que la motivation, c'est vraiment très dépendant du contexte, c'est-à-dire qu'on est tous capables d'être très motivés dans certaines situations et très peu motivés dans d'autres. C'est pas quelque chose qui fait partie de notre personnalité. Donc, ce qu'on va savoir quand on va mesurer la motivation d'un candidat dans une situation donnée, c'est si la personne va être capable de mobiliser ce qu'il faut pour atteindre l'objectif, si la personne a envie d'être là, si elle se sent autonome, si elle se sent suffisamment compétente, suffisamment soutenue sur la base des expériences qu'elle a vécues avant pour atteindre ses objectifs, et si les conditions du travail qu'on lui donne dans l'entreprise permettent de subvenir à ces besoins là dont je viens vous parler, qui sont la base en fait de la motivation, l'autonomie, la compétence et le soutien, si ces conditions de travail du coup sont bien adaptées. Ce qu'on ne sait pas, c'est si, par exemple, la personne est une battante. Comme je vous le disais, la motivation, ce n'est pas du tout un trait de personnalité. Et on ne sait pas non plus si la personne a ce qu'il faut, c'est-à-dire les compétences, les connaissances, etc., nécessaires pour relever les défis qui l'attendent dans le poste. Ça va? Je continue. On a aussi souvent des personnes qui nous parlent de mesurer le QI des candidats. Je sais que ça se fait assez peu globalement, mais c'est quand même quelque chose de tentant. C'est-à-dire qu'on se dit que là, on va avoir un poste hyper important. Du coup, on va vraiment chercher à recruter quelqu'un qui pèse, quoi, qui est très intelligent. Ce qu'on sait quand on mesure le QI d'un candidat et d'une candidate, c'est plutôt des choses très cognitives, comme la vitesse à laquelle une personne peut terminer un jeu d'essais de différence, ou sa capacité à retourner des formes, etc. dans sa tête, ou la probabilité pour qu'une personne retienne un numéro de téléphone par cœur. Voilà, c'est des choses très cognitives qui ont leur importance dans tout un tas de contextes. Mais ce qu'on ne saura certainement pas, c'est si la personne est capable de comprendre des enjeux dans une réunion, de communiquer intelligemment avec quelqu'un qui est en face, de prendre en compte les objectifs des autres, ou ça ne nous dit pas non plus si la personne va être performante. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que le QI, ce n'est pas quelque chose qui va prédire la façon dont on va se comporter ou dont on va performer dans notre poste. Les compétences, par contre, c'est beaucoup plus le cas. Les compétences, ça va nous permettre de savoir si une personne est susceptible de savoir quoi faire et comment dans un contexte. Si la personne est capable d'expliquer pourquoi quelque chose peut correspondre à une bonne solution ou pourquoi ça peut correspondre à une mauvaise solution. Bref, c'est quelqu'un qui, face à un contexte, saura quoi faire et comment le faire. Ce qu'on ne sait pas quand on mesure les compétences de quelqu'un, c'est quelle est sa personnalité, s'il est motivé ou pas, pardon, et s'il saura s'adapter à des contextes qui ne sont pas abordés dans le questionnaire. Tout simplement parce que quand on mesure des compétences, qu'elles soient compétences dures, donc compétences techniques, métiers, ou compétences molles, c'est-à-dire soft skills, tout ce qui comprend créativité, intelligence émotionnelle, etc. Pardon. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est applicable dans tous les contextes. Ce qu'il faut bien retenir aussi quand on fait des tests de compétences, c'est que la compétence, elle est située. C'est-à-dire qu'on peut être compétent dans un domaine à un moment, mais cette compétence, on n'est pas forcément capable de l'exporter à un autre moment. Il y a des personnes qui sont très compétentes pour faire preuve d'intelligence émotionnelle, par exemple, au travail, pour comprendre les autres, savoir s'ajuster aux besoins des autres, donner une réponse adaptée, etc. Et pas forcément dans leur vie personnelle, par exemple, ou inversement. Donc la compétence, elle est importante. C'est un des premiers critères de recrutement normalement. Mais disons qu'il faut aussi être capable de transmettre sa compétence en fonction des domaines, des postes, du contexte des personnes qu'on a en face et de tout un tas d'autres choses. Hop. Je vous propose de faire un petit jeu, si ça vous tente. Dites-moi, hein, si ça ne vous tente pas, on passe à autre chose. C'est de me dire, dans tout ce que je vous donne là, dans tous les mots que vous voyez à l'écran, lesquels sont pour vous des compétences.
entre guillemets, traits qui sont à l'écran, pour vous, correspondent à des compétences. Et donc, des compétences, c'est des choses qu'on peut développer, qu'on peut travailler beaucoup plus facilement, par exemple, que des traits de personnalité qui sont censés être plus stables au cours de la vie. Vous pouvez peut-être indiquer vos réponses dans le chat, parfait. Alors, vu que je présente, moi, je ne vois pas les réponses. Excusez-moi, j'étais en sourdine. Donc, Sandrine a écrit aisance à l'oral, Aurélie, motivation, Déborah, créativité, aisance à l'oral, Caroline, aisance à l'oral aussi. Et moi, j'ajouterais bon communicant. Ah, Laurent, ouverture d'esprit, intelligence émotionnelle, esprit critique. Claire, esprit critique. Déborah, bon communicant. Marine, intelligence émotionnelle. Aurélie, bon communicant. Ok. Voilà. Eh ben, merci. Il y a principalement des très bonnes réponses. Communicant, c'est une très bonne réponse. Il existe des concours d'éloquence. On travaille sa façon de communiquer, les mots qu'on choisit, etc. Ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui est très connu. L'esprit critique aussi, c'est une des compétences comportementales les plus qui font couler le plus d'encre dans la littérature scientifique en ce moment. On sait qu'on peut développer l'esprit critique des gens, et encore heureux. Et d'ailleurs, on est censé apprendre à le faire quand on est enfant. Donc, c'est quelque chose qui se développe. L'aisance à l'oral, c'est un peu comme bon communicant, c'est un peu redondant. La créativité, c'est la même chose que pour l'esprit critique, ça fait partie des 4 C, ce qu'on appelle les 4 C, les 4 compétences comportementales qui sont actuellement les plus valorisées, etc., dans la littérature et sur le terrain. On a également l'adaptabilité, parce que s'il existe de la conduite du changement et toutes ces choses-là, c'est justement parce que l'adaptabilité des gens, ça se travaille, ça s'acquiert. Et l'intelligence émotionnelle, c'est pareil, ça fait partie des 4C, c'est une des compétences en ce moment qui donne le lieu à un max de formations et d'articles, etc. sur LinkedIn. L'intelligence émotionnelle, ça correspond simplement au fait d'être capable de comprendre ce que les autres ressentent. Qu'est-ce qui peut correspondre à cette émotion, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une réponse adaptée, et à adopter des comportements qui sont adaptés aux émotions ou aux envies, ou enfin bref, à ce dont ont besoin les autres. La motivation, c'est pas une compétence. Tout simplement parce que la motivation, on est tous capables d'en faire preuve à un moment ou à un autre, mais en fonction du contexte, et que ça dépend de choses qui sont beaucoup plus intrinsèques. Si j'aime pas le sport, il y a quand même globalement peu de chances que je sois très motivée par le fait de travailler dans un domaine où il y a du sport, ou alors on me demande de faire du sport. Qu'est-ce qu'on avait d'autre tout à l'heure? Ouverture d'esprit, c'est un des traits de personnalité les plus investigués dans le Big Five, qui est le test qui fait référence, c'est un des traits, enfin un des 5 traits. L'ouverture d'esprit, c'est censé être un contenu qui est beaucoup plus stable, non pas parce qu'on l'entend comme le fait de pouvoir tout simplement s'ouvrir aux autres, etc., mais parce que c'est plutôt une tendance à aller vers les choses qui seraient différentes, les événements différents, etc. Et je crois que c'est tout ce qui a été évoqué, sauf si je me trompe. Non, tout à fait. C'était ça. Ok, bah bravo. Vous avez majoritairement gagné. On va passer maintenant sur le sujet des escape games et des serious games. On les a regroupés parce qu'en fait, c'est quand même assez similaire sur beaucoup de points. Le premier point, c'est que la plus-value de recruter par ce genre de test n'est pas toujours évidente. Tout simplement parce que de ce qu'on observe, il arrive quand même assez souvent que, par exemple, je vais prendre le cas des escape games, il y a des gens qui mettent en place des escape games de recrutement et qui se disent « Ah, bah là, si la personne essaie de faire la tâche avec quelqu'un d'autre, et ben, ça veut dire qu'elle est plutôt dans la collaboration et qu'elle sait travailler en équipe. » Sauf qu'en fait… Excusez-moi, Laurette. Sandrine demande si on peut redéfinir serious game.
Oui, bien sûr. Serious Game, c'est des jeux qui permettent de mesurer, des jeux plutôt sérieux du coup, mais qui permettent de mesurer des construits. Ça peut être des capacités cognitives, ça peut être des compétences. Serious Game, c'est juste faire la mesure sous forme de jeu. On n'est pas face à un questionnaire où on répond à des items avec des croix, mais par exemple, on va avoir un bonhomme à qui on demande de faire des choses et l'action va prendre le bonhomme, en fait, c'est nous. Et voilà. Est-ce que je suis claire? Oui, ça a l'air d'être bon. Merci. Okay. Donc, ce que je vous disais, c'est que souvent, dans certains escape games, moins dans les serious games, mais parfois, les méthodes d'interprétation sont donc des comportements des gens, hein, les méthodes d'interprétation de ce qu'ils font, de leur rapidité avec laquelle ils les font, de leur propension à faire les choses, etc. est rarement scientifique et deux, valable, ne serait-ce que d'un point de vue... Enfin, souvent, en fait, c'est des choses qu'on a tendance à sortir de notre tête sur la base de ce qu'on observe dans la vie quotidienne. Et même si ça a de la valeur potentiellement, c'est pas forcément pour ça que c'est fiable. Ensuite, dans les escape games et les serious games, on a un effet du divertissement qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités pour que si je vous fasse passer un test sur papier et sur ordinateur avec des couleurs, des trucs qui bougent, etc., vous n'ayez pas les mêmes résultats. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de contrôler, de vérifier. Notamment dans le système de scoring, dans l'algorithme qui définit les choses derrière. C'est-à-dire que quand d'un point de vue psychométrique, quand on établit un test, on prend en compte tout un tas de variables qu'on peut appeler des variables contrôle. Donc ça, c'est les choses qu'on va prendre en compte dans l'analyse, ou les variables parasites, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver et perturber un peu le test. Et le divertissement, ça peut être une variable parasite, tout comme plein d'autres choses, tout comme le fait de compléter le test à côté de son enfant qui crie, ça peut être une variable parasite, enfin bref, vous l'aurez compris, ça c'est des choses qu'il faut absolument contrôler. Et souvent, quand on passe d'un test papier à un test plus marrant, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. Et enfin, le truc que je dirais être le plus important, c'est l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on est censé régulièrement reprendre toutes les données qu'on obtient à un test et regarder si les données se distribuent correctement, etc. Je reviendrai dessus juste après. Mais l'étalonnage, c'est de même que la vérification de tout ce qui est psychométrique, c'est la base pour assurer qu'un test est fiable et qu'on ne va pas dire que quelqu'un n'est pas compétent en se trompant ou en prenant un risque important de se tromper en tout cas. Pourtant, le potentiel de tous ces jeux-là est réel, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que intégrer des mécaniques de jeu dans des tests, c'est hyper apprécié par les candidats. Ça permet aussi, et c'est le propos initial, de détecter des choses qu'on ne détecterait pas forcément dans des contextes de recrutement qui sont plus formels, moins sympas. Pardon. Par ailleurs, on revient sur la question de la psychométrie, il y a des bons et des mauvais tests. En tout cas, il y a des tests qui sont validés et d'autres qui ne le sont pas. On peut créer des tests chez soi, etc. Ce à quoi il faut faire attention, c'est la portée que ça peut avoir. C'est-à-dire que si on n'a pas vérifié la fiabilité, c'est difficile d'aller exporter ça et d'en tirer des conclusions, notamment dans un contexte de recrutement et de mobilité. Et donc, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de vérifier les qualités psychométriques. Ce que je vous disais, donc les qualités psychométriques, c'est, je vais vous le détailler juste après, mais des critères qui montrent que d'un point de vue statistique, notre test est OK. Les étalonnages. Et enfin, vérifier la pertinence du test pour le besoin adressé. Ça, je vous en ai déjà parlé. Mais en gros, si on a besoin de recruter quelqu'un qui est capable de aller vendre quelque chose à n'importe qui dans la rue, c'est peut-être pas nécessairement la motivation qu'il faut aller investiguer, ou bien pas nécessairement, on n'a peut-être pas besoin de savoir si la personne est ouverte d'esprit, par exemple. Ce qu'il faut plutôt investiguer, c'est de la compétence qui a plutôt trait au fait d'être capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle, ou ce genre de choses, ou de l'adaptabilité, etc. Dans les critères psychométriques dont je vous parle depuis tout à l'heure, il y en a 3 qui sont un peu, si vous voulez, la base.
c'est d'ailleurs ce qu'on apprend aux étudiants en psycho très très tôt, c'est que quand on utilise un test, il faut qu'il soit valide, fidèle et sensible. La validité, vous m'arrêtez si je ne suis pas claire, ça correspond au fait de vérifier que le test évalue bien ce qu'il est censé évaluer. Très simplement, demain, si je développe un test de compétence vis-à-vis d'un objectif, il est très possible qu'en fait, je mesure de la motivation. Si mes questions sont mal posées, etc., parce qu'avec mes propres représentations, je peux introduire des biais dans mes questions, les autres ne vont pas comprendre nécessairement les choses comme moi j'ai envie qu'elles passent, en fait, et du coup, je ne vais pas mesurer la bonne chose. Pour vérifier ça, on mesure la validité interne, c'est-à-dire qu'on va aller comparer les données qu'on va obtenir sur la base de notre test avec des résultats à des tests qui sont similaires. Donc demain, si je veux créer un test de personnalité, je vais aller vérifier que j'obtiens bien des données qui corrèlent avec des tests qui mesurent eux-mêmes la personnalité et qui en fait existent déjà. Et je veux aussi aller vérifier de la validité externe. Si je développe un test de personnalité, je vais aller prendre un test de compétences ou un test de motivation ou d'autres choses, et je vais bien vérifier que les résultats ne soient pas les mêmes. S'ils sont les mêmes, ça veut dire que c'est potentiellement problématique parce qu'on mesure autre chose que l'objet initial. C'est clair ça? Ça va? Ok. Le deuxième critère qu'on mesure, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est le fait que le test nous permette de voir des différences entre les individus, qu'il y ait de la variabilité interindividuelle. Et par exemple, si je pose la question de est-ce que vous appréciez travailler en équipe? Sur une échelle de 1 à 5, très souvent, les gens vont aller se placer à 5 dans un contexte de recrutement, tout simplement parce que c'est un truc qu'il faut valoriser, le fait qu'on est capable de travailler en équipe. Et dans ce cas, on n'observera pas de différence. Or, il faut que quand on a un test, les données se distribuent sur de telle façon à ce qu'en gros, on ait des personnes dans toutes les catégories. Sinon, ça veut dire qu'on a un biais dans ce qu'on mesure. Et ensuite, on a la fidélité. La fidélité, c'est le fait que les résultats du test restent stables. Restent stables dans le temps et en fonction des conditions de passation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'il y ait besoin d'un étalonnage régulier. C'est-à-dire que si on a un test qui, une fois, nous montre des qualités psychométriques super, on est hyper content. Par contre, il faut que ça se maintienne dans le temps parce qu'en gagnant 300 nouveaux participants, il se peut que les données soient complètement redistribuées. Et donc là, ça remet en cause la fiabilité de ce qu'on fait. Résistant aux conditions de passation, c'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, toutes les variables qui peuvent arriver, les variables parasites, il faut que le test y résiste. S'il y a un test qui est plus du tout, dont les résultats sont plus du tout fiables parce qu'on a introduit une variable parasite, il faut soit le mentionner, soit créer des conditions de passation adaptées, mais l'idéal, c'est quand même qu'il résiste aux conditions de passation. Enfin, l'homogénéité, c'est le fait que les indicateurs qui sont censés aller dans le même sens ne divergent pas. Très simplement, si dans mon test de personnalité, j'ai 10 items qui mesurent l'extraversion, il faut que tous mes items qui mesurent l'extraversion aillent dans le même sens. C'est-à-dire quand un est haut, l'autre est haut aussi. Si au sein de mon groupe extraversion, j'ai la même personne qui répond 1, 7, 2, 6, etc. et qu'en fait, ces données-là ne corrèlent pas du tout, c'est qu'on a un problème. Et donc, dans ce cas, on y remédie par la suite. Bref. On vous parle de tout ça tout simplement parce que y a certains tests dont on sait qu'ils ne font pas illusion. Les gens ne tombent pas dans le panneau. C'est le cas, par exemple, de ceux que je vous mets tout en haut, là. Révélez votre personnalité sur la base de la fille que vous préférez, ou choisissez un triangle et on saura qui vous êtes. Enfin, voilà, très peu de gens se font avoir, grosso modo, notamment des professionnels DRH. Par contre, il y a des tests qui sont beaucoup plus utilisés, insérés dans des process de recrutement et qui, eux, font illusion alors qu'ils n'ont pas vraiment de fondement derrière, en tout cas de fiabilité. C'est par exemple le cas du MBTI sur lequel on va faire un focus, qui est, je crois, le test de personnalité le plus largement utilisé aujourd'hui. Le MBTI, il a causé pas mal de soucis parce qu'il y a même des gens qui ont porté plainte contre des sociétés aux États-Unis parce qu'en fait, ce test, il n'a aucune valeur scientifique.
Ce test, il a été créé. Donc, c'est un test qui vous permet à la fin de savoir, je crois, sur 14 personnalités, à quelle personnalité vous correspondez. C'est-à-dire que vous rentrez dans une case de personnalité et toutes les personnes qu'on connaît dans le monde seraient capables pourraient être rangées dans une de ces 14 cases. Au-delà de l'aspect éthique que je trouve relativement douteux, on a un autre problème qui est qu'en fait, ce test, quand il a été créé par 2 personnes qui ne connaissaient pas la psychométrie, ce qui en soi n'est pas un problème, mais ce qui fait que sur le moment, elles n'ont pas vérifié les qualités psychométriques de leur outil. Et par la suite, il y a eu beaucoup. Donc, le test s'est répandu, il a été largement diffusé, utilisé, tout ce qu'on veut. Et donc ensuite, il y a des chercheurs qui se sont dit, bon, on va quand même aller vérifier les qualités psychométriques. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout. Ça ne va pas du tout pour plein de raisons. Mais ce qu'on observe, par exemple, c'est qu'on a des contradictions internes d'un point de vue stat entre les différentes catégories et même d'un point de vue théorique. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce test, même si c'est sympa à passer, que c'est rigolo, etc., ça ne devrait pas être un test qui est utilisé dans le cadre d'un contexte de recrutement parce qu'en fait, il ne nous dit pas vraiment grand-chose sur la personne, en tout cas pas grand-chose qui puisse valoir le coup de recruter ou ne pas recruter quelqu'un. Ce test, il a été décliné de 40 000 façons, dans 40 000 contextes. Là, on vous a mis des exemples rigolos avec Harry Potter, les animaux, etc. Mais en fait, ce que je trouve assez important et alarmant, c'est qu'en fait, ce test, il est utilisé dans des écoles pour orienter des enfants. Il est utilisé en entreprise. Il est utilisé dans tout un tas de contextes, alors qu'en fait, on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière et de ce que ça veut vraiment dire. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que quand on passe un test, il y a quelque chose qui est évidemment important, c'est la qualité du débriefing. Il peut arriver dans certains tests que ce qu'on nous donne, c'est une case dans laquelle on rentre, comme c'est le cas avec le MBTI, mais aussi, par exemple, des graphes comme ça. Alors, le graphe en soi, c'est très bien, hein, c'est pas la question, mais il ne faut pas que ce soit la seule chose. Un débriefing, il doit être complet, notamment sur des sujets aussi sensibles que les compétences, la personnalité, tous les construits psychologiques. C'est des choses qui peuvent avoir un impact sur la vie des personnes et sur le fait qu'on les recrute ou pas. Et donc, de ce fait, il faut que tout soit très clairement défini et qu'on puisse comprendre exactement ce que veut dire chaque item. Par exemple, si je vous dis diplomatie, il faut que vous soyez capable de tous comprendre la même chose de ce que veut dire ce terme. Et que tous les recruteurs, surtout, soient capables d'en comprendre la même chose. Donc, quand tu es candidat, on est censé savoir à quoi renvoient les scores qu'on obtient, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quelle est la valeur prédictive du test aussi. Quand on utilise un test, il faut quand même beaucoup aller se renseigner sur ce que ça veut dire. Est-ce que si je complète ce test qui dit que j'ai une compétence dans tel domaine, ça a bien été vérifié et dans quelle mesure est-ce que ça a été vérifié? Qu'est-ce que ça implique les résultats que j'obtiens dans la vie quotidienne ou au travail? Est-ce que c'est parce que on me dit que je suis ouverte à l'expérience que dans mon poste, je vais être plus compétente? Qu'est-ce que je peux en tirer pour me mettre en valeur en entretien? Et enfin, qu'est-ce que je peux en tirer pour trouver ma voie ou faire quelque chose qui me correspond? Côté recruteur, c'est à peu près la même chose. À quoi renvoient les scores? Quelle est la valeur prédictive du test? Dans quelle mesure est-ce que les scores prédisent quelque chose? Est-ce que c'est parce que je suis très motivée pour le job, là sur le test de motivation que je viens de passer, que je vais être plus engagée au travail? Qu'est-ce que ça implique au quotidien? Quels sont les types de management à adopter en fonction de ce qu'obtient la personne? Et à quoi les résultats doivent servir ou non? Parce qu'il y a des tests pour lesquels il est plutôt pas recommandé que les résultats servent dans le cadre de recrutement ou de mobilité. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du QI. Ça peut être utilisé pour autre chose et c'est tout à fait valable dans tout un tas de domaines, mais dans le cadre de recrutement, assez peu souvent. Lorraine, on a une nouvelle question dans le chat. Pourquoi le MBTI est si plébiscité? Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Je peux pas. Peut-être parce qu'en fait, c'est un test qui est facile à passer, facile à comprendre, et que en fait, on aime bien ranger les gens dans des cases parce que c'est plus simple. La catégorisation, c'est le truc sur lequel la base duquel on fonctionne au quotidien pour tous. C'est pour ça qu'on est capable de prendre des actions rapidement, de prendre des décisions, etc. On pourra revenir dessus si vous voulez, mais je pense que c'est pour ça. Après, moi, j'en sais rien. Je pense que c'est la facilité
qui le permet globalement, comme tout un tas d'autres tests qui sont faciles mais pas forcément fiables. D'accord, merci. Et souvent, les tests fiables ne sont pas très faciles. C'est-à-dire que souvent, ils nécessitent beaucoup de questions, beaucoup de temps, etc. Et du coup, il y a une nouvelle question qui se pose à la suite de la part d'Aurélie. Et que pensez-vous du test des couleurs, DISC? Alors, il y en a plusieurs des tests de couleurs. Mince, pardon. Il y a celui-là, enfin, il y en a plein. C'est un peu pareil. C'est une façon de catégoriser les gens. Catégoriser les gens en 4 cases, je trouve ça encore pire qu'en 16 cases, ne serait-ce que d'un point de vue idéologique. Hein. Le problème de ces tests, au-delà de ça, c'est que souvent, d'un point de vue théorique, ils ne sont pas très fondés. Et la théorie, au-delà de la psychométrie, etc., ça reste comme quelque chose d'important parce que c'est sur la base de la théorie, de la vérification des théories, l'information ou la confirmation des hypothèses qu'on avance d'un point de vue scientifique. Souvent, il n'y a pas de test psychométrique dessus. Et voilà, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on construit des tests en se disant, si quelqu'un dit qu'il va agir comme ça veut dire que c'est plutôt quelqu'un de froid. C'est pas... Enfin, c'est juste... Voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais Merci. C'est souvent Merci pas suffisant. D'accord. Merci. Vous l'aurez compris, on l'a quand même réécrit. Quel est le problème des tests qui ne sont pas validés? Le problème des tests qui ne sont pas validés, c'est souvent que vu qu'ils ne mesurent pas ce qu'ils sont censés mesurer, ils mesurent plutôt de la normativité, c'est-à-dire de la capacité à comprendre ce qui est attendu de nous et à renvoyer ça comme réponse en fonction de la norme dans le domaine dans lequel on veut aller. Et ça, c'est un peu un problème parce que du coup, on ne recrute pas les gens qu'on croit qu'on recrute ou on ne recrute pas les compétences qu'on croit qu'on recrute. Et donc, il favorise les personnes qui sont clairvoyantes vis-à-vis de la norme et qui sont en capacité de s'y conformer. Et souvent, ces personnes-là, c'est celles qui n'amènent pas forcément de la diversité dans des équipes, alors que la diversité des profils, aussi bien de personnalité, de compétences, de tout, ça fait partie de ce qui produit de la richesse et qui prédit une bonne performance, on le sait. Et par ailleurs, ils ne mettent pas tous les utilisateurs sur un pied d'égalité, on pourra revenir là-dessus. À cause de plein de critères, notamment le fait que, par exemple, ces tests sont souvent faits dans des cultures occidentales, etc. Et souvent, ils valorisent certains profils plutôt que d'autres. Et c'est ce qui fait que certains s'en sortent mieux que d'autres, alors que ça se trouve, ils ont ce qu'il faut pour correspondre au poste ou aux besoins en fonction de ce à quoi sert le test. La conclusion de mon intervention aujourd'hui auprès de vous, c'est que d'abord, il faut cadrer scrupuleusement son besoin en évaluation, c'est-à-dire que il faut regarder ce dont on a besoin pour le poste et se dire, OK, je vais choisir le test qui correspond à mon besoin. Si demain, je veux recruter quelqu'un qui fasse de la recherche dans mon équipe, je ne vais pas forcément avoir besoin d'aller regarder quelle est sa personnalité ou de quelle couleur la personne est, mais je vais plutôt avoir besoin d'aller voir si elle est compétente sur tout ce qui correspond au domaine de la recherche, en fait, sur la rigueur, si elle connaît le sujet, etc. Ensuite, notre deuxième point, c'est qu'il faut absolument utiliser des outils qui soient valides. Et pourquoi pas, dans certains cas, et nous, c'est souvent pour ça qu'on est appelé, utiliser un outil sur mesure ou bien créer son process sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser plusieurs outils, on peut très bien utiliser un outil, puis faire un entretien sur lequel on se base sur une grille claire de recrutement, etc., avec des questions, un cadrage, tout ça. Et ça, on peut se le créer, on peut se faire accompagner pour se le créer. Et enfin, ne pas faire l'impasse sur tout ce qui est entretien et information qu'on peut avoir d'une façon annexe, parce que ce qu'on retrouve bien souvent dans les tests, c'est circonscrit au domaine du test. Et donc, on loupe plein d'infos et en fait, ça ne suffit pas du tout. Il se peut que demain, je fasse un test qui mette en jeu de la rapidité, que du coup, ce que ça montre, c'est que je ne suis pas rapide parce que ce jour-là, j'étais particulièrement fatiguée ou parce que j'avais mon enfant qui est en train de crier à côté. Et en fait, à cause de ça, je peux passer à côté de plein de trucs. Donc, c'est pour ça que la relation interpersonnelle reste quand même quelque chose à privilégier ou en tout cas à insérer absolument dans les process. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a Laurent. Oui, il y a Laurent qui demande si vous pouvez indiquer les noms des tests validés en matière de recrutement.
Non, je ne peux pas. Tout simplement parce que, comment vous dire, je vais fermer ma présentation. Du point de vue des tests qui sont sur le marché, qui sont utilisés dans le cadre de recrutement, ils ont leur propre process en interne et on ne va pas vérifier la qualité de leurs stats et tout ça. Donc non, je ne peux pas. Par contre, les personnes des entreprises concernées peuvent, si elles ont fait les tests, vous faire parvenir des rapports sur la fiabilité de leurs outils. Mais nous, on peut pas. On a une règle, c'est qu'on ne met pas en avant certains trucs plutôt que d'autres, justement parce qu'on veut rester impartiaux. Et sinon, les tests qui sont validés dans la littérature, ça c'est très différent. C'est souvent des tests qui ne sont pas commercialisés et souvent pas commercialisables. C'est-à-dire qu'ils sont créés pour des contextes expérimentaux ou pour de la recherche ou des choses comme ça. Et dans ce cas, il y en a plein, sur plein de domaines. Et du coup, je ne peux pas tous vous les lister parce que ça dépend de plein de choses. Sur la personnalité, par exemple, un des tests les plus utilisés dans la littérature scientifique, c'est le Big Five, qui a été décomposé de plein de façons et dont lui, on sait qu'il est plutôt fiable et dont la fiabilité est revue, retestée régulièrement, etc. D'accord, merci beaucoup. Il y en a d'autres, ok. Alors, je vous propose de passer du coup à un moment plus donc d'échange direct. Donc, on va pouvoir laisser tomber un peu le chat. Et donc, pour intervenir, soit vous levez la main physiquement, soit il me semble qu'il y a un bouton quelque part pour demander la parole. Donc, on peut passer sur un mode plus vivant, entre guillemets, où il n'y a pas que moi qui pose les questions, enfin, qui retranscrit vos questions. Donc je vous en prie, si vous avez une question en particulier. Enfin, j'ai vu que, par exemple, Emmanuel en a écrit une dans le chat. Peut-être peut-elle la répéter à voix haute. Oui, alors je voulais savoir quelle était la fourchette, du coup, si on veut mettre en place un outil sur mesure, un test sur mesure par rapport à un besoin spécifique de recrutement. Quelle est la fourchette de coût? Ça dépend. Ça dépend de votre besoin, ça dépend de ce que vous voulez mesurer, ça dépend si vous voulez un test pour mesurer un truc, par exemple sur la base d'un référentiel de compétences, 4 compétences, ou si vous voulez un process qui prend en compte beaucoup plus de choses. Globalement, ça dépend ce que vous avez comme ressources en interne aussi. Mais si on part de l'idée que quelqu'un vous construise un test de zéro sur la base de 40 compétences, ça va nécessiter d'abord de faire une revue de littérature de ce qui existe sur toutes les compétences que vous investiguez, de les catégoriser, de les définir, toutes ces choses-là. Et ensuite, ça va nécessiter de créer les items ou la mesure, en fonction de comment on choisit ça. Ça va nécessiter ensuite, et là c'est la partie moins marrante, de faire passer le test à tout un tas de personnes pour récolter tout un tas de données. C'est en général là que ça se complique, si on veut faire les choses correctement. Ensuite, ça va nécessiter une partie stat, qui n'est pas la plus longue et la plus coûteuse, et souvent des ajustements. Et cette partie-là d'ajustement, ça veut dire qu'on doit revoir notre mode de mesure en fonction de ce dont on a besoin et refaire les stats. Ça peut être 0 fois. Parfois, du premier coup, on trouve un truc qui fonctionne et c'est cool. Mais parfois, ça peut être 10 fois, en fait, en fonction de ce qu'on a cadré. Donc, en gros, je dirais que pour créer de zéro, il faut partir de 25 000 € et on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Ça dépend de plein de critères. Du coup, je me permets une question. Pardon. Ouais. Je me permets juste une question sur donc, tous les tests de personnalité dont on a parlé tout à l'heure qui n'étaient pas vérifiés. Est-ce que c'est à proscrire pour le recrutement ou est-ce que c'est cumulatif avec l'évaluation des autres compétences? Alors, moi, je ne dirais pas que les tests de personnalité sont à proscrire. Ils sont utiles dans tout un tas de cas. Et il y en a qui sont validés. Il y en a des très bien. Par contre, il faut les utiliser si on en a besoin, dans le contexte adapté.
C'est-à-dire que si demain, je sais que je ne vais pas trouver, par exemple, quelqu'un qui correspond à mon besoin en matière de compétences, mais que ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui, je sais pas, qui soit extraverti, là, je vais utiliser un test de personnalité. Et donc, ça peut être en complément d'autres choses ou pas. Mais il y en a, ça existe, il y en a des très bien. Pardon, mon chat, un des problèmes du télétravail. Il y en a des très bien et ça dépend en fait de ce qu'on veut en faire. Je ne peux pas vous dire en fait, ça peut pas être une réponse très claire, mais en général, c'est bien de cumuler plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est bien de recruter sur la base de la compétence quand même, si on peut, et ensuite de voir d'autres facteurs qui sont importants pour nous. Ouais. Oui. Caroline, je t'en prie. Moi, du coup, je vais poser ma question. Bonjour le chat. La question à Laura, ça m'intéresse en fait de savoir parmi les tests validés, quels sont ceux sur lesquels on peut s'appuyer en recrutement. C'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Ça dépend de... Je ne peux pas vous donner de nom d'entreprise, je ne peux pas vous donner de nom de test spécifiquement, mais en fait, comment dire, ça dépend, comme je vous l'ai dit, de votre besoin, ça dépend de plein de choses. Il y a des tests que vous pouvez utiliser, qui sont des tests validés dans la littérature, mais ce n'est pas pour ça qu'ils correspondent à votre besoin. Et il y a des entreprises qui vendent soit des trucs validés, soit des trucs pas validés. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a une ressource où on peut trouver, en fait, il existe une ressource où on peut retrouver tous ces tests qui sont dits validés par catégorie, qu'on puisse ensuite utiliser en fonction de notre besoin? Non, ce serait génial et formidable, mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les tests les plus validés, c'est les tests qui sont utilisés en recherche souvent. Déjà, ils ne sont pas toujours adaptés à un contexte de recrutement ou tout ça. Et ensuite, souvent, ils sont soit payants, soit ils se transmettent dans des papiers de recherche. Donc, si vous savez chercher un article scientifique, vous pourrez en trouver dans des articles. En fait, vous pouvez contacter les auteurs, leur demander. Mais c'est un peu l'opacité recherche qui fait qu'ils ne sont pas toujours très faciles à obtenir. Il y en a qu'on peut trouver en ligne en cherchant sur Google, voilà. Mais en fait, ce que je pense qu'il faut faire si vous voulez un test, c'est vous adresser à des gens qui font des tests, dont c'est le métier, et leur demander des comptes rendus qui montrent le fait que leur test ait des qualités psychométriques OK, en fait. Après, vous êtes rassuré que c'était bien ce dont vous avez besoin. Ok, merci. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'intervenir pour des organisations publiques dans le cadre de processus de recrutement? Et je comprends que vous ne puissiez pas les citer, mais c'est pour quel type en fait de recrutement que vous êtes intervenu en fait? On intervient sur différentes choses dans le recrutement. On intervient soit sur des gens qui ont des process qui sont dysfonctionnels. Par exemple, on a une entreprise auprès de laquelle on a intervenu parce qu'elle s'est rendue compte que depuis qu'elle avait mis en place son nouveau process de recrutement, les gens partaient plus. Et que du coup, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas forcément recruté les bonnes personnes. Donc là, on peut intervenir pour regarder ce qui cloche dans le process, ce qui peut être amélioré, ce qui peut expliquer ça. On intervient aussi pour des gens qui veulent construire des outils sur mesure en fonction de leurs besoins. Ça, c'est pour nous peu le cas dans le service public. C'est plutôt pour des entreprises et en général d'une taille assez conséquente. Ne serait-ce que parce qu'en fait, ça représente un coût négligeable. Mais par contre, dans le cas du service public, on participe à des initiatives dans lesquelles il y a des mesures de construction. Par exemple, on travaille pour des startups d'État qui mesurent, par exemple, des capacités cognitives, des compétences transversales, ce genre de choses. D'accord. Et en fait, on peut faire tout un tas de choses dès lors que ces choses existent dans la littérature. C'est-à-dire que
dès qu'on sait ce qu'on a à définir et comment on peut aller chercher dans la littérature ce qui existe et s'en servir pour essayer de faire des mesures fiables. Et par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de résilience. C'est un thème très à la mode en ce moment. Et la résilience, c'est quelque chose qui est assez peu défini d'un point de vue scientifique, ou en tout cas qui regroupe tout un tas d'autres trucs. En fait, on peut la définir, mais en allant chercher d'autres concepts. Et du coup, ça fait partie des challenges pour nous, ce genre de choses. Mais en fait, on peut le faire sur tout un tas de choses qui relèvent de concepts abordés en psycho ou en gestion. D'accord. Donc, Merci. on peut prendre encore quelques questions, une dizaine de minutes, si ça vous convient. Oui, bonjour Lorraine, merci pour la présentation qui est très intéressante. J'ai compris qu'on ne citerait pas de marque, mais du coup, il y a quand même beaucoup de tests qui sont dits effectivement validés. Du coup, pour nous qui sommes extérieurs, sur quoi on peut se baser, comment on peut challenger en fait l'entreprise qui nous dit que le test est validé pour nous assurer effectivement que c'est pas juste une affirmation commerciale. C'est une super bonne question qu'on nous pose souvent. La première des choses, c'est pour moi de vérifier qui a fait le test et qui l'a vérifié. C'est-à-dire que faire des moyennes sur son test comme ça suffit pas. Comme il y a d'autres choses, souvent il faut quand même qu'il y ait des chercheurs derrière qui connaissent la psychométrie, qui connaissent tous ces trucs-là, ce qui est quand même largement répandu, hein. C'est pas un truc hyper rare non plus. Mais souvent, c'est quand même des chercheurs qui valident les tests, des gens qui ont une formation de recherche, disons. Ensuite, normalement, si on a vérifié les qualités psychométriques de son outil ou de ce qu'on veut, on est censé en avoir fait un compte rendu. Du coup, on est censé avoir un document qui parle de tout un tas de choses comme la fidélité, la validité, etc. Et la dernière des choses, donc ça, vous pouvez aller le regarder, vous pouvez aller vous renseigner sur ces critères-là. Sur Internet, il y a beaucoup de ressources. D'ailleurs, les étudiants en psycho, il y a plein de choses qu'ils vont chercher sur des sites parce qu'il y a plein de cours en ligne sur ces trucs-là si ça vous intéresse. Et si vous avez le temps, et si tout un tas de choses. Et enfin, la dernière des choses, c'est que vous pouvez demander conseil à des gens qui s'y connaissent après avoir récupéré les rapports, en fait. Voilà. Et un truc qui est encore mieux, c'est si vous utilisez un test que vous avez trouvé validé quelque part et qui vous paraît bien, c'est de vérifier ensuite, quand vous l'avez mis en place chez vous, si ce test est encore valide. Vous récoltez toutes les données et ensuite vous revérifiez chez vous parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction des conditions de passation, du public, de plein de trucs, ça peut complètement varier. Par exemple, il y a un outil sur lequel on travaille en ce moment qui s'adresse à un public PIC, plutôt non diplômé, éloigné de l'emploi, etc. Ce test, si on le fait passer à des gens qui sont très insérés dans l'emploi, qui ont des postes à haute qualification, etc., il y a quand même de fortes probabilités pour qu'on obtienne des scores qui ne soient pas les mêmes et que donc, en fait, le test ne mesure plus les choses de la bonne manière. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de le vérifier dans son contexte à soi. Alors, moi, je me demande, du coup, après tout ça, c'est quoi finalement la plus-value d'un test par rapport à un entretien de recrutement bien creusé? Il y en a plusieurs. La première des choses que je dois dire, c'est qu'il y a entretien de recrutement et entretien de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la même chose que font les tests en entretien de recrutement, mais avec une interprétation subjective et partielle souvent. Déjà, un entretien de recrutement, c'est censé suivre un peu la même procédure que le développement d'un test. C'est-à-dire qu'on est censé avoir une grille avec, en sachant très clairement quelles questions on va poser, qu'est-ce qui se passe en cas de telle réponse, qu'est-ce que ça veut dire de la personne ou pas. Déjà, c'est quelque chose qui, comme un test, doit être énormément travaillé, une grille de recrutement normalement, pour être sûr qu'on ne laisse pas trop de place à la subjectivité.
Et ensuite, il y a plein de choses qu'on ne peut pas mesurer en entretien de recrutement, ne serait-ce que parce que y a la dimension interpersonnelle, il y a le stress que ça induit, le fait d'être face à quelqu'un dont on pense qu'il va nous évaluer, ce genre de choses. Et on ne peut pas, par exemple, mesurer... il est très difficile de mesurer la motivation de quelqu'un en face à face, par exemple, comme ça, au détour d'un entretien, ou de mesurer qui est la personne. Souvent, on a des gens qui nous disent « Non, mais moi, je vois qui sont les personnes quand je leur parle. » C'est quand même assez peu probable. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'on va capter, il y a des choses qu'on va comprendre sur la personne, mais de là à saisir sa personnalité comme ça, c'est quand même assez difficile. Disons que même les psychologues ne doivent pas faire ça. Ils n'ont pas le droit de dire « Je saisis la personnalité de quelqu'un au détour d'une conversation. » Du coup, ça permet de voir plein d'autres choses que les entretiens et ça permet d'éliminer normalement sur une partie, sur la chose qu'on cible, l'aspect trop subjectif, mais qui est déjà pas censé être important parce qu'on est censé cadrer l'entretien, vous voyez. Très bien, on n'a plus de questions? D'accord, bon. Dans ce cas, merci beaucoup Lorraine pour ton intervention, pour ta présentation qui était très claire et très intéressante. Et merci à tous, à tous et toutes d'avoir été là, d'avoir été aussi dynamiques. Donc c'était un aparté très réussi. Donc le support de l'intervention vous sera communiqué dans les jours qui viennent, ainsi que le lien vers le replay si vous avez envie de regarder à nouveau cet aparté ou de partager autour de vous. Et on va essayer de vous transmettre un questionnaire dans l'après-midi pour avoir vos retours sur l'aparté, sur l'organisation technique et d'autres éléments qui vont nous aider à améliorer donc, ce format. Et je vais faire un peu de teasing pour le prochain aparté, qui se tiendra donc la semaine prochaine, même heure, même lieu. Donc, on recevra cette fois-ci Arnaud Nouquet, donc, qui est directeur d'une entreprise qui s'appelle Troisième Hémisphère, qui travaille sur la mise en place de processus pour résoudre en fait, des situations bloquées sur plusieurs points dans les entreprises, mais aussi sur d'autres points. Et donc là, il va nous proposer une conférence gesticulée qui va donc vous demander aux participants d'être très présents et d'être prêts à répondre, donc autour du monde de demain. Crise et liberté, quel monde pour demain, c'est le titre exact. Voilà. Merci à tous et toutes et à très bientôt, à la semaine prochaine, on espère. Ou physiquement, mais masqué pour le coup à l'étape. À l'étape, tout à fait. Merci à tous. Donc, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. au revoir.